Dans un épisode précédent d'UV, je vous expliquais pourquoi les marques avaient une forme d'obsession avec le rapport à l'âge. Aujourd'hui, on va voir comment elles peuvent le dépasser et devenir des marques post-générationnelles. Pour ça, j'en parle avec Nolwenn, qui est UX stratégiste à l'agence. Bienvenue à UV, le podcast qui connecte les marques à l'époque. Salut Thomas. Salut Nolwenn. Alors Thomas, il y a quelque temps, tu nous parlais du fait que les marques attachaient beaucoup trop d'importance aux critères d'âge dans leur manière de communiquer. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne faut plus prendre en compte? Bon, alors, heureusement, on va quand même continuer d'utiliser ce critère d'âge, mais en effet, on va voir avec les marques post-générationnelles, on va arriver là-dessus, qu'il y a quand même moyen de le dépasser, de créer des ponts. Et en tout cas, en effet, il ne faut pas donner trop d'importance à cet unique critère d'âge, tu le disais, au profit d'autres critères, de la classe sociale, du métier, des relations, du cadre de vie. Il y a beaucoup de choses, finalement, qu'on a un petit peu tendance à oublier, en partie parce que c'est aussi plus compliqué de récupérer des datas, ce que je peux comprendre, et c'est ce qui fait qu'on va pas pouvoir tout à fait faire abstraction de ce critère d'âge. Mais il y a sans doute d'autres choses à aller chercher. En fait, c'est les Français qui nous le disent. Quand on leur pose la question de qu'est-ce qui les définit le mieux, si on leur donne les trois grandes notions qui les définissent le mieux, eh bien en fait, l'âge revient que très très peu. En fait, c'est 26% des personnes qui citent l'âge dans les trois premiers critères, dans ces trois critères. Donc bien après, la famille, les amis, les loisirs, le métier, justement. C'est-à-dire en partie tout le reste, et un point commun entre tout ce que j'ai cité, en fait, ce qui définit beaucoup, les personnes, les Français, mais d'ailleurs je pense que ça ne s'arrête pas qu'aux Français, c'est beaucoup les interactions sociales qu'elles peuvent avoir, avec d'autres personnes, et donc pas uniquement, ce rapport à l'âge sur lequel, on peut certes, beaucoup se fixer. Donc voilà, c'est ce point de départ qui est aussi la suite en effet d'une réflexion que j'ai déjà pu avoir à UV, avec comme nouveau point de départ ces interactions sociales. Et en se réaccrochant à ces interactions sociales, justement, c'est ce qui va nous amener jusqu'aux marques post-générationnelles, pour trois raisons. Donc elles ont plus de place pour trois raisons. À la fois un rôle central qu'ont les seniors, un sujet qu'on a déjà traité, une nouvelle dynamique intergénérationnelle, et puis une nouvelle donne pour les marques, ou en tout cas une nouvelle attente des consommateurs pour les marques. C'est plus exactement ça dont on va parler. Ok. Alors si on prend ton premier point qui est le sujet des seniors, qui est un sujet qu'on connaît très bien à l'agence, parce qu'on accompagne à la fois pas mal de marques qui sont dédiées à ce marché, mais également beaucoup d'autres marques, et je pense par exemple à des marques autour de l'habitat, où de fait, en fait, leurs acheteurs sont en grande partie ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat et effectivement un certain âge. Parce que ça, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises finalement ont un marché dit senior. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? En effet, c'est-à-dire que c'est un peu le premier point, et on sait bien qu'il y a toujours une forme de tabou sur nos métiers, de peur que les marques vieillissent. On sent bien qu'on a tous un petit peu du mal à se le dire. Pourtant, pour aller chercher justement, je pense que s'il y a bien deux chiffres à retenir qui sont pas aussi précis que ça, mais ça fait des deux chiffres, c'est que les plus de 60 ans, c'est un quart de la population française, et c'est quasiment la moitié en réalité de la consommation des ménages. Donc il y a une surreprésentation de ces publics-là, et on a du mal à en prendre conscience, tous, je pense. C'est une moyenne. C'est ce qu'il faut retenir aussi de ce point. D'ailleurs, peut-être que c'est un bon moyen de se rendre compte que le critère d'âge n'est pas le plus juste, justement quand on creuse ici sur, en effet, des seniors qui auraient des moyens. Et il y a en effet une génération de seniors, de baby boomers, etc., qui, en effet, statistiquement, a plus de moyens. C'est une moyenne. Quand on prend les seniors, donc disons plus de 60 ans, il faut bien poser un chiffre, on n'est pas tous d'accord, mais disons, prenons celui-ci. Il y a aussi pas des exceptions, en fait. Il y a aussi plein d'autres seniors pour lesquels c'est pas le cas. Je pense par exemple à des femmes seules, plutôt de la génération d'après, plutôt plus de 75 ans, qui n'ont pas nécessairement travaillé ou qui ont de très petites retraites, puisqu'à l'époque, même s'il y a eu des revalorisations, elles sont plus faibles. Ou alors des seniors des classes plus populaires qui n'ont pas pu être propriétaires, et donc qui continuent de devoir, avec leur pension de retraite, payer leur loyer. Et là aussi, avec des loyers qu'on connaît, au moins dans certaines régions, qui ont quand même tendance à grimper très 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 fort. Bon voilà, il y a quand même ici, on voit bien déjà, rien qu'en prenant cet exemple-là, que s'attacher uniquement aux critères d'âge et pas prendre celui de la situation maritale, de ne pas prendre celui de la classe sociale, de ne pas prendre celui de la localisation, parce que pour ce qui est de l'augmentation des loyers, c'est un bon exemple, qui a bien sûr des disparités.
S'attacher qu'à l'âge, on voit bien que c'est aussi un premier exemple qui montre que, bah, on passe à côté de plein de petites spécificités, qui ont tout leur sens et c'est aussi un point qui nous permet de pas tomber justement dans une vision, assez cliché, un peu fantasmée sans doute aussi, des baby boomers qui en effet, bah, auraient énormément de moyens et qui passeraient, l'intégralité de leur temps, à pouvoir le dépenser à tout va. Je pense que là, il y a un effet, en fait, il y a un effet de biais de oui, ils sont en effet surreprésentés, dans certains loisirs, dans certains tourismes et cetera. Mais voilà, c'est si certes dans les spas, j'ai pas la statistique, mais disons 90 des personnes, ou sur les croisières sont certes des personnes âgées, ce sont pas aussi haut que 90, mais on comprend qu'ils sont surreprésentés. Ça veut pas dire nécessairement que 90 des seniors passent leur temps dans des croisières, et dans des spas. Voilà, il y a un effet, ici sans doute un peu de surreprésentation. Alors du coup, effectivement, c'est un marché avec de fortes disparités. Il y a quand même un point commun. Alors, enfin, un élément important dans ce que tu dis, c'est qu'il représente malgré tout une part importante de la consommation. Ouais. Et également, et ça, je ne sais pas comment on le traite après, enfin, j'aimerais avoir ton point de vue Mmh. là-dessus. Ils ont aussi une part extrêmement importante dans la société, en fait, Mais aussi. oui, justement et c'est ce qui fait que, voilà, là, on se focalise beaucoup sur les seniors, mais parce qu'on va voir, ils ont une sorte de place, pivot, pas simplement parce qu'ils s'occupent de leurs enfants, de leurs parents, hein, c'est pas la notion de génération pivot ici, que je convoque. Non, non, ces seniors, ces baby boomers, mais pas que, sont en effet consommateurs, pour eux, mais ils sont également consommateurs pour, en réalité, plein d'autres personnes et ont un rôle, ont des interactions sociales et des interactions économiques pour, bien sûr, ce qui peut intéresser des marques, qui sont importantes. Pour des histoires de dons financiers, de dons d'objets de seconde main, pour des histoires de recommandations, auxquelles on ne pense pas assez, mais ils l'ont quand même assez. Je pense qu'on pense beaucoup dans l'autre sens des jeunes, vers les plus âgés et pas nécessairement, dans ce sens-là. Ils peuvent faire aussi des achats groupés. Voilà, ils ont une place qui est importante. En quelques chiffres, peut-être justement, et qui vient bah, aussi tout de suite démolir justement hein, ce cliché du senior qui serait centré sur son seul plaisir et qui voilà, ne penserait qu'à jouir de ses beaux jours. Euh, donc on est sur une étude de 2023 pour les plus de 60 ans. Voilà, pour les statistiques qui viennent, il y en a 6 sur 10 qui aident financièrement leurs enfants, 4 sur 10 qui aident leurs petits-enfants. Donc déjà, il y a en effet ce lien intergénérationnel qui est fort. Ils font 23 millions d'heures de garde. C'est l'équivalent de 650 000 emplois. Donc c'est déjà un petit secteur, hein, on parlait Mm. secteur. En réalité, rien que ça, il y a un petit secteur caché qui montre que bah, il y a en effet un lien qui est quand même très très fort et une notion d'aide, d'entraide même d'ailleurs sans doute, qui est très forte, qui s'arrête pas qu'au cercle familial. Ils sont aussi, donc ces plus de 60 ans sont surreprésentés sur l'aide auprès des voisins. C'est 1 sur 5 qui aide régulièrement toutes les semaines. Toutes les semaines, il n'y en a quand même pas beaucoup. Moi, j'aide pas toutes les semaines mes voisins. J'aime bien mes voisins, mais toutes les semaines, il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y en a 1 sur 5 qui aide toutes les semaines leurs voisins. Donc, ce réseau d'aide, d'entraide, de conseils et donc de recommandations, il est très très fort déjà à cette échelle-là, à celui au niveau des proches. Et puis, on le sait aussi, il est très très fort à une échelle un peu plus grande. C'est eux qui donnent beaucoup, qui font davantage de bénévolat. Aujourd'hui, c'est 1 sur 3, donc c'est à peu près 90 000 emplois. Là aussi, si on essaye de Mm. convertir en termes d'emplois, c'est 90 000 emplois. Donc c'est à la fois beaucoup moins. Je pensais pas que ça jette autant l'écart avec les 650 000 emplois de la garde. Et en même temps, c'est énorme, surtout qu'on le sait bien, beaucoup de ces seniors sont à des postes de responsabilité, sont souvent membres du bureau dans ces associations. Ils font beaucoup de bénévolat. Et puis, il y en a 6 sur 10 aussi qui sont donateurs. Et là aussi, c'est beaucoup plus que la moyenne. Donc, ils donnent à des associations caritatives. Et c'est beaucoup plus que la moyenne française. Et en plus, ces donateurs donnent beaucoup plus, ou en tout cas donnent significativement plus que le français moyen. Donc là aussi, bah, on voit en fait que ces interactions sociales, et qui sont aussi bah, très liées à des notions, à des enjeux économiques, hein, euh, sont très forts et sont très portés. En tout cas, les seniors sont très moteurs dans ces nouvelles interactions. Ce qui peut, et en tout cas ce qui laisse penser à certains que bah, il y a une nouvelle donne, une nouvelle dynamique intergénérationnelle qui se crée et pour lequel ces seniors, donc ces 2, 3 générations des plus de 60 ans et après, bah, sont au cœur et sont moteurs. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que souvent, dans les médias et même, même souvent, c'est aussi l'objet de la discussion qu'on a aujourd'hui, les marques, on oppose souvent les retraités à la population active. Et dans ce que tu dis, c'est que finalement, ce marché, si je prends celui des retraités, est très actif en fait dans la société et dans l'économie. Alors ça me fait penser Mm. aussi à un autre point.
du coup, qui a soulevé pas mal de questions. C'est après le Covid, on a remarqué, en tout cas dans les médias, une certaine opposition ou tension justement entre ces générations, donc d'actifs, de jeunes actifs et des seniors. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et oui, moi, ça m'a paru assez curieux, en fait, les premières fois où j'ai entendu parler de cette nouvelle dynamique intergénérationnelle parce que, bah, j'avais cru percevoir, sans doute parce que je l'ai lu, en fait, un peu l'inverse. Notamment, en effet, il y a des tensions qu'on a pu avoir, pendant la crise, pendant les confinements, pendant du Covid. Mais même après, voilà, on parle parfois de guerre de génération, d'opposition, même on est dans un climat de tension qui dépasse celui des générations. Donc je me disais, ça devait se traduire là-dessus sur le principe des générations. Bah, là aussi, en fait, pour beaucoup, il semblerait que ce soit, un peu une vision sans doute qu'on peut avoir nous, qui est aussi grandement relayée médiatiquement, hein, comme ce même principe de génération. Et sans doute qu'on est tous en partie coupables et en partie victimes de ça. Quand on se rattache toujours là aussi à quelques études, donc en l'occurrence c'est celle des petits frères des pauvres, là, qui là aussi est sortie milieu d'année dernière, il me semble. Bah, quand on demande aux Français quelles sont les inégalités les plus insupportables pour eux, il y a 8% qui parlent des inégalités liées à l'âge. Alors c'est 8% de trop, hein, c'est ce qu'il faut retenir quand même de ces 8% aussi de cette statistique. Mais bah, c'est bien moins en fait que bien des inégalités ou bien des problèmes qui pourraient partager notre société. Et à l'inverse, cette même étude demande donc justement, fait un baromètre, dans quelle mesure vous pensez que le- les dynamiques, les relations intergénérationnelles, il parle pas de dynamique, il parle de relations intergénérationnelles, ont-elles augmenté, baissé, sont-elles pareilles? Il y a 40% des Français en 2023 donc, qui pensent que bah, les relations intergénérationnelles, au contraire, sont plus vives, se sont renforcées. Il y en a 10% qui pensent qu'elles ont baissé, il y a tous les autres qui pensent, donc 50%, qui pensent qu'elles se sont maintenues. Donc à première vue, bah, on ne dit pas tous que on est tous devenus hyper proches de personnes d'autres générations, mais tout de même, en effet, il y a une dynamique qui est beaucoup plus positive, en tout cas beaucoup plus positive, je trouve, que la perception qu'on pourrait en avoir dans un cadre médiatique ou des oppositions qu'on pourrait percevoir parfois. Euh, Sans doute que ce qui se cache derrière, c'est aussi que bah, les relations intergénérationnelles, ça peut être vrai avec des proches dans le cadre de la famille, et c'est peut-être pas vrai pour l'ensemble des personnes des autres générations. Voilà, il y a un petit peu ces effets de. On peut se sentir très très proche sans doute de nos grands-parents, nos petits-enfants, nos petits-fils, et ça ne veut pas dire qu'on l'est nécessairement avec tous les autres des autres générations. Donc il y a ça, peut-être, qui se cache. Mais tout de même, il y a des interactions donc bah, positives qui aussi se retrouvent les individus n'ont pas nécessairement non seulement envie d'être enfermés dans des générations, Oui. et ont même en fait cette envie, et on retrouve donc de plus en plus de liens intergénérationnels, et il faut sans doute que, bah, voilà, que les marques puissent s'en emparer, déjà parce que c'est une réalité économique, on l'a vu avant, et aussi parce que c'est une aspiration des Français, et donc il faut aussi que les marques puissent, elles, s'en emparer. Peut-être que dans un contexte un peu plus incertain, les liens finalement de solidarité entre générations se resserrent. Et c'est peut-être aussi ce qui se traduit là dans les chiffres que tu évoques. Ben, tout à fait. Et du coup, comment les marques peuvent euh, prendre en compte justement cette nouvelle dynamique ou euh, ce lien Ouais. qui se resserre entre les jeunes et les moins jeunes? Ouais. Alors, premier point à dire, bien sûr, sur une recommandation pour les marques, on le dira jamais assez, c'est que bah, c'est bien sûr un peu affaire au cas par cas. C'est aussi le sel de notre métier. S'il y avait une seule et même réponse pour toutes les marques, bah déjà on n'aurait pas grand-chose à faire nous, et puis ce serait quand même un petit peu embêtant à suivre. Donc c'est le premier point. Ceci dit, il y a une publication qui est sortie d'un sociologue et économiste qui s'appelle Mauro Guillen. Guillen, j'espère que je n'écorche pas trop son prénom, en revanche, qui a publié pas mal de choses justement sur les générations, mais qui récemment a sorti un article dans le Harvard Business Review et est disponible en ligne directement. Et pour ça, il donne quelques clés, et je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est à la fois une bonne synthèse de choses, voilà, bah, qu'on s'est déjà dit déjà là et qu'on savait, et d'autres pistes justement pour aller plus loin. Et c'est lui qui justement vient à initier ce principe de marque post-générationnelle. Il parle même de société aussi post-générationnelle. Je trouve ça plutôt intéressant. Pour ça, donc déjà la vision qu'il donne aussi des marques post-générationnelles, sa petite définition, c'est celle-ci. C'est celle qui développe un récit qui permet aux générations d'influencer les préférences et les achats de chacune par leurs interactions. Donc il y a bien cette notion d'interaction qui est assez centrale lui aussi, qui met au cœur, et simplement il met davantage en avant justement la place que doivent avoir les marques, et notamment celle de récit. On va y venir, pour ça il donne 5 pistes.
des choses qui nous concernent un peu moins, qui peuvent paraître un peu plus évidentes, bon, bah, développer des services, des offres qui en effet peuvent dépasser la notion d'âge. Bon, il y a aussi des services et un moment qui font que si la notion d'âge va quand même devoir rester. Mais en effet, le fait d'imaginer aussi une inclusion de tous sur certaines offres, bah, c'est intéressant, c'est une réflexion notamment côté design qui est Mm. bien avancée, qui est importante. Il y en a deux autres qui sont essentiels qu'on a évoqués, le fait de considérer les consommateurs comme des individus et non comme des membres d'une génération. Ça rejoint en partie tout ce qu'on a pu se dire sur le fait de dépasser le simple critère d'âge et donc bien sûr de dépasser le principe de génération également, et éviter de penser que l'âge est un mode de vie. Bah, c'est bien sûr lié au fait que oui, l'âge là aussi est sans doute pas le seul critère. Et ce qu'il amène dans un autre livre qui s'appelle Les Perennials, où là justement c'est plus une analyse sociologique de la société américaine. C'est à prendre avec un peu de recul dans notre cas. Je pense que les parallèles entre la sociologie vraiment des États-Unis et la nôtre pas toujours, est toujours un sujet un peu glissant, mais ce qui met en avant, c'est le fait que voilà, là où les modes de vie étaient très liés en effet à l'âge, tout ceci a tendance à se lisser par des histoires d'aspiration, par des notions économiques. Tous les parallèles sont sans doute pas possibles à faire, mais ceci dit, on peut le retrouver aussi. En quelques exemples, bah, en fait, oui, en effet, des personnes qui sont retraitées, qui sont inactives, pour certains, même si c'est pas nouveau, bah, ont envie de retourner sur les bancs de l'école en allant s'inscrire à la fac, de se reformer. Certains de continuer à travailler. Alors, cette statistique de en quelle mesure ils ont envie de continuer à travailler ou en quelle mesure ils n'ont pas le choix de continuer à travailler, c'est pas toujours facile à voir, mais de fait, c'est vrai qu'en effet, l'âge et le mode de vie, du coup, a tendance à quand même à se glisser, ou en tout cas, voilà, a pu être aussi séparé qu'avant. On a des actifs, et ça, on le voit très bien, et c'est même assez fort, assez puissant, je trouve, dans notre société, qui ont pas nécessairement envie justement d'avoir cette notion de on va être actif et pendant 42 ans on va bosser à plein temps à 100%. Il y a une volonté, on le voit bien, soit de trouver un équilibre vie pro vie perso. Donc c'est les sujets de télétravail, de semaines de 4 jours. Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose ici qui montre bien que les actifs et donc d'avoir une période de pure activité qui fait qu'il y a un mode de vie qui est intimement lié à l'âge, bah, et puis tout à fait une réalité. Et puis côté étudiant, alors ça a pris du temps, mais bah, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui font des études longues. Et en plus de faire des études longues, en réalité, ils font aussi des études longues, mais ils font aussi beaucoup de stages, d'alternance, qui fait que bah, les personnes sont étudiantes, mais en réalité sont quand même actives depuis un bon petit le moment où elles sont diplômées. C'est pas rare d'avoir des étudiants qui, dans le cadre de leurs études, même pas parce qu'ils ont travaillé à côté, bah, ont fait déjà un an de stage, un an d'alternance, c'est-à-dire des périodes d'activité qui sont déjà quand même assez importantes. Donc, je ne sais pas si on peut dire que ça y est, il n'y a plus aucune corrélation entre l'âge et le mode de vie, sans doute que non, mais oui, il y a sans doute quelque chose ici qui se tient et qui fait que bah, il faut éviter ici de faire une association trop forte, notamment celle entre seniors et retraités, parce qu'il y a des seniors qui ne sont pas encore retraités, parce qu'il y a des retraités qui sont loin d'être inactifs, ça on le sait aussi plutôt bien. Donc c'est un point qui est important, qui souligne là-dessus. Son quatrième point, c'est d'exploiter l'influence intergénérationnelle. Justement, ça a été notre point de départ là-dessus. Bah, on a pu voir qu'il y a des influences. Lui, notamment, souligne, et j'ai pas de statistiques en France là-dessus, mais j'aimerais bien en trouver sur justement l'influence des grands-parents Mm. vis-à-vis des plus jeunes, qui, je pense, est quelque chose qu'on a voilà, qui est une forme d'impensé pour moi, je pense, sur la communication et pour le marketing. J'ai assez peu d'études là-dessus, en fait. J'en ai plutôt dans l'autre sens, qui montrent qu'en effet, oui, les jeunes sont parfois écoutés, notamment sur de l'achat technologique. J'aimerais bien en avoir dans l'autre sens. Je pense qu'il y en a. Oui, bah, très certainement. On a tous autour de nous des grands-parents qui donnent des leçons à leurs enfants sur la manière d'éduquer leurs petits-enfants, par exemple. Moi, j'essaye de me mettre à moi, Forcément. hein. J'essaye de me mettre à un potager. Et bah, merci papy, Voilà, bah par voilà. exemple. Alors, bah, l'exemple est intéressant justement sur la recommandation. Alors, c'est difficile à quantifier, mais pour autant, je pense que c'est, c'est quelque chose qui irrigue en fait pas mal d'éléments de Mm. consommation chez toutes les générations. Et un exemple auquel je pense, c'est celui des jouets. Ouais. On sait que typiquement les grands-parents sont de gros acheteurs de jouets pour leurs petits-enfants. Du coup, comment les marques peuvent essayer d'avoir cette communication, enfin, de mieux s'adresser en tout cas Mm. à son marché. Donc, je prends l'exemple des jouets, mais il y en a Mais c'est un pour bon plein d'autres. exemple. C'est un bon exemple, les jouets pour Pour ça. justement avoir une communication qui s'adresse un petit peu à tout le monde, tout en ayant quand même quelque chose de assez singulier pour pouvoir être pertinent
vis-à-vis de ces cibles? Bah, c'est la toute dernière réponse, justement, donc toujours de Guylaine là-dessus. C'est, d'identifier les points de contact entre les générations et créer un message qui les rassemble. C'est son tout dernier point, donc toujours de l'article dans le Harvard Business Review. Et je trouve ça plutôt intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a des secteurs pour lesquels ça peut être plus simple. Tu disais en effet le jouet, je crois que c'est quasiment 20% en fait des achats qui sont faits, donc des jouets pour enfants qui sont achetés par les grands-parents pour les petits-enfants. Donc en effet, il y a une cible, secondaire, mais ceci dit, il y a une cible qui est clairement identifiée sur un secteur comme celui-ci. C'est peut-être pas vrai pour tous, mais cette réflexion, peut-être pas d'un point de vue, global, marketing, de trouver des offres spécifiques pour des liens comme ça, pour des grands-parents ou autres, mais d'avoir tout de même cette réflexion de se dire très bien quel peut être un point de contact, un message qui va pouvoir parler à tout le monde, un message qui va pouvoir faire écho peut-être d'abord à notre cible, mais qui peut aussi finalement être un dénominateur commun avec d'autres. Et ben ça peut avoir du sens en fait. En tout cas, c'est le point de départ aussi que demandent de plus en plus les consommateurs aux marques. C'est de pas renforcer en fait justement des clivages et de pas réussir à pas justement créer des formes d'opposition, ce qui est pas toujours évident hein, quand on veut essayer d'avoir un message justement qui soit un peu fort, qui soit un peu spécifique et qui va aussi pouvoir être impactant, de pas renforcer justement des distinctions, de pas renforcer certains clichés aussi qu'on peut avoir. Et donc on a bien vu, on peut très bien avoir des clichés de genre, mais je trouve qu'ils sont plus facilement dénoncés, ceux-là, des clichés qui sont très souvent péjoratifs concernant les femmes. C'est moins le cas, en tout cas, on sent bien qu'on n'a pas la même étude attentive sur le rapport aux générations, sur le rapport à l'âge. Donc c'est le premier point. Dans le fait d'identifier ces points de contact comme ça, bon, bah, c'est déjà éviter de donner une vision erronée sur les différentes générations. Je pense pas mal aux seniors là-dessus aussi, euh, mais pas que en réalité. Mais c'est vrai que sur les seniors, c'est pas mal le cas. Je trouve notamment beaucoup de marques tombent dans cet écueil de vouloir les représenter avec ce côté très vintage. Alors, finalement, c'est très bien parce que c'est des jeunes, enfin c'est des vieux, mais qui font vraiment que des trucs Mmh. comme des jeunes au point que ça en devienne quasi parodique. Déjà, c'est peu crédible, un peu parodique. Et puis avec ce côté de voilà, ils sont très très cool et vintage, ce qui aide pas nécessairement en fait à faire émerger, je trouve, une vision positive de l'avancée en âge en réalité. Même si ça part bien souvent d'un très bon Mmh. sentiment. Parce que l'avancée en Euh, âge, ça veut dire faire des trucs de jeunes, Ben voilà, en fait, donc c'est pas assumé. donc Mmh. finalement, ce qui est cool quand t'es vieux, c'est quand tu sais rester jeune. Bah, on n'a pas avancé tant que ça, Mmh. même si ça part souvent d'un bon sentiment. Mais l'inverse est vrai, hein. L'inverse est vrai, hein. On peut aussi vite enfermer, je trouve, les plus jeunes dans une vision de ils doivent absolument être très, très naïfs, voire un peu niais et simplement profiter, ou enfermer des personnes à l'âge adulte uniquement dans un rôle de parent, par exemple. Mmh. Donc ce principe-là de justement d'enfermer vite dans des clichés, il est vrai en partie à tout âge. Effectivement, on parle et ça, c'est un terme qu'on entendait assez peu, il y a une petite dizaine d'années et que maintenant qu'on entend beaucoup plus, c'est l'agisme. Mm. Donc l'agisme, c'est ce que tu évoques, hein, c'est de discriminer, en fait, les personnes d'un certain âge, dites seniors, hein, ce qu'on appelle seniors dans nos métiers du marketing. Mais les jeunes aussi, finalement, peuvent être aussi victimes un petit peu de clichés sur une jeunesse qui ne veut plus travailler, etc. C'est effectivement des choses qu'on constate et que euh, la publicité peut aussi venir illustrer. C'est des choses qu'on peut voir en Ouais, communication, bah, puisque tout à la fait. communication vient donner un petit peu une photographie de ce que la société euh, construit. Donc, Bah, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a, on parle moins, mais que je crois que quelque part, il fallait qu'il y ait un retour de balancier de marque responsable, etc. Bah, je trouve qu'il y a un enjeu ici de marque responsable et de communication responsable dans cette représentation sur des marques qui vont réussir à trouver ce dénominateur commun, ce trait qui va pouvoir plus créer des ponts que de barrières. Et donc, bah, ce sont ces marques qui arriveront à être post-générationnelles. Il y a quelques exemples, en tout cas, je pense il y a deux marques là-dessus qui peuvent plutôt illustrer ce principe de marque post-générationnelle. Sans doute que toutes n'ont pas vocation à l'être, parce qu'il y a des marques qui restent en effet sur des produits spécifiques, etc. Mais sur les marques en question, donc c'est Airbnb et Lacoste, qui en effet s'adressent à une population assez large et avec des produits qui peuvent correspondre aussi à plusieurs générations. Euh, mais c'est intéressant, je trouve. Donc les deux cas que j'ai en tête, alors c'est des marques qui font plein de choses. Mais Lacoste, en l'occurrence, a été beaucoup plébiscité pour une campagne assez récente où justement il y avait une représentation des différentes générations.
mais c'était pas le cœur du sujet. Finalement, ce qu'on représentait, c'était davantage le lien entre des personnes, qui sont et de classe sociale et d'âge et de pratique, en fait, qui ont un rapport à la marque, qui est différent alors qu'elles portent les mêmes vêtements. Voilà, cette campagne-là a été assez plébiscitée. Si vous l'avez pas en tête, je vous invite à aller la découvrir. Et puis la seconde qui est peut-être un peu moins connue, en tout cas parce qu'Airbnb fait d'autres choses, donc c'est celle d'Airbnb qui a toute une campagne en plus qui est super bien déclinée, à l'international pour, représenter sous forme un peu de diapo photo, donc d'un voyage, réalisé, heu, dans un Airbnb. Et donc on peut voir, bah, il y a plein de situations. On peut voir des week-ends entre potes, en effet, on peut voir, des week-ends entre couples. Notamment, on voit un couple justement âgé qui profite dans une maison. On peut voir, 3 générations, donc une grand-mère, une mère et ce qui semble être un enfant. En tout cas 3 générations assez larges, donc on devine qu'elles ont un lien familial, qui profitent d'une après-midi autour d'une piscine. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que bon, bah, quand on dézoome, en effet, on se rend compte que oui, il y a en effet des liens, il y a des, liés à l'âge, enfin il y a des représentations liées à l'âge, mais qui ne sont pas tant le cœur du sujet. Mmh. Je pense notamment à celle donc sur ce couple qui se retrouve, parce qu'il est célébré ici avec en plus, une musique de Jay-Z en fond. Ça, Jay-Z Beyoncé, donc ça c'est toujours, un point positif pour Airbnb, mais c'est pas notre sujet. Voilà, ce qui est intéressant dans cette publicité, c'est que finalement on célèbre plus le couple, la relation amoureuse et ces moments tendres qu'on peut avoir pour se ressourcer, à 2 avec la personne qu'on aime. C'est beaucoup plus ça qui est au cœur du sujet que le rapport à l'âge, que le fait de vieillir, ici. Et c'est aussi ça dans cette notion de post-génération, c'est pas le fait de nier, ou le fait de vouloir gommer tout, écart d'âge, c'est au contraire le fait de le prendre en compte, mais de pas en faire le cœur du sujet, justement puisque, bah, c'est pas ça nécessairement qui est défini. En fait, ouais, c'est ça, c'est de, finalement, dans ce que tu nous dis, sur l'intergénérationnel, c'est plutôt, pour les marques de, se concentrer sur les insights, les moments de vie, les interactions, et de mettre l'âge, au second, voire même à l'arrière-plan puisqu'en fait, ce n'est pas, par ce critère-là que les gens se définissent. Là où finalement, ce que l'on constate, nous, communicants, c'est que et même chez nos annonceurs, les marques ont tendance à remettre facilement ce critère-là, au devant de la scène et de confondre, des critères, marketing dont on a besoin pour pouvoir à un moment donné mettre en place des actions opérationnelles avec la manière de s'adresser aux gens. Mmh. Donc Tout à OK. fait, c'est une excellente synthèse. Écoute, ça me va très bien et donc bah, c'est un bel enjeu, pour nous, pour les agences, pour les annonceurs et c'est une étape de plus, une marche de plus pour moi pour aller vers des marques qui peuvent être responsables. Merci beaucoup Thomas, Mais merci à toi. pour cette intervention. Merci beaucoup. À bientôt dans UV. Et oui, à bientôt.